Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi, un épisode avec un invité pour parler d'immobilier aujourd'hui et particulièrement d'un sujet qui touche tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'immobilier, mais surtout ceux qui s'y intéressent de près et qui sont concernés par une vente, une acquisition, ou en tout cas une transaction autour de l'immobilier ou même une location aussi. Et on en parle d'ailleurs beaucoup moins des diagnostics, je trouve, dans l'univers de la location, mais c'est aussi important. Et je pense que beaucoup d'investisseurs propriétaires bailleurs oublient les obligations d'un bailleur au niveau des diagnostics, en tout cas envers leurs locataires. Et pour ça, je reçois Luc Crinon. Salut Luc. Bonjour. Je suis ravi que tu puisses me recevoir dans tes nouveaux locaux qui sont sublimes, vraiment. C'est très, très aimable, merci. On est dans une belle maison toulousaine qui a été joliment rénovée. On voit qu'on en a affaire à quelqu'un qui maîtrise le sujet de l'immobilier. On essaye de se mettre dans les meilleures conditions. Ouais, et de la rénovation. Non, vraiment, c'est très très chouette. Donc, alors sur la vidéo, vous pourrez regarder d'ailleurs sur quelques extraits vidéo. Effectivement, on voit un peu l'environnement et à l'extérieur, c'est super sympa. Donc, on est en centre-ville de Toulouse, en plus. Et voilà. Luc, tu es le fondateur et le dirigeant de MCP Diagnostic. Exactement, avec mon associé François Pélisson. Voilà, et tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es et ce qui t'a amené aussi à être à aujourd'hui pouvoir parler légitimement justement d'immobilier et particulièrement des diagnostics. Alors merci à toi de nous recevoir. C'est vrai que nous faisons beaucoup l'actualité depuis 2 ans avec des évolutions réglementaires et législatives qui impactent la vie des bailleurs et la vie des professionnels de l'immobilier et des vendeurs. Pour faire une synthèse de nos métiers qui ne fait pas vraiment jour dans les journaux et dans les émissions, le diagnostic immobilier est la plus jeune profession des professions de l'immobilier. Depuis 1996, avec la création de la loi Carrez, puis tous les diagnostics qui en ont découlé. Le virage, il a été opéré avec les certifications des personnes pour pouvoir exercer et un peu cadrer l'exigence du métier. Mon associé et moi, nous sommes 2 anciens agents immobiliers et nous nous sommes reconvertis en 2008 et nous avons créé cette structure en 2008. On était passionnés par la technique du bâtiment, plus que pour la partie pure commerciale. Après une formation et une reconversion professionnelle, une formation longue de 6 mois, on est arrivé dans le métier du diagnostic immobilier et on a ouvert directement cette entreprise de diagnostic immobilier MCP, voilà, sur Toulouse. Ça fait 15 ans d'évolution, 15 ans d'expérience et de partenariats, de sujets divers, de mouvements de réglementation, de personnel, etc. Aujourd'hui, on continue à progresser. On a créé une agence sur Bordeaux et sur Carcassonne sur cette année. Et notre effectif à l'heure actuelle est de 22 collaborateurs. Ok, voilà, on a affaire à quelqu'un qui a de la bouteille en la matière, qui a vu l'évolution de la réglementation, qui l'a subi aussi, on peut dire subir au final, ou la vivre. On s'adapte, plutôt. C'est de toute façon les professions de l'immobilier, on est sur des sables mouvants en permanence, on a des politiques qui régissent nos métiers. L'adaptation est, à mon avis, le mot, professionnalisme et adaptation. Je pense que ce sont un petit peu les clés de notre métier. Parce que tu vois, moi, quand je vois les évolutions justement de toutes ces réglementations autour des diagnostics immobiliers, je me dis que c'est toujours une aubaine pour les diagnostiqueurs parce que ça leur génère encore davantage de business. Tu vois, je pense à l'audit énergétique qui va devenir obligatoire pour certaines classes, etc. Est-ce que vous le ressentez comme ça ou est-ce que c'est tellement d'adaptation à faire, on va dire de réinvention aussi en interne que c'est compliqué parce que moi, je le vois vraiment comme une opportunité de business pour les diagnostiqueurs. Bon, comme dans toutes les professions, il y a une partie commerciale et une partie business qui s'impose à toutes les entreprises. Hein. C'est le fondement. Il faut essayer de faire de la valeur ajoutée à nos métiers. Après, c'est un métier qu'on l'exerce sur le très long terme comme mon entreprise. C'est un métier où le business prend une part, mais ce n'est pas la part. Effectivement, on a un environnement métier très technique,
très juridique, avec une société qui évolue, avec des sujets qui évoluent. La partie business, bien entendu, il en découle des résultats, mais c'est pas ce qui est mis en avant pour exister. Si on fait que du business avec ce métier, ça ne fonctionne pas. Et c'est la difficulté, c'est que tout le monde pense arriver dans un métier avec un accès relativement facile, mais nous n'avons pas que des commerciaux. Nous avons des opérateurs de repérage, on a de l'ingénierie aujourd'hui, on a des gens très techniques sur des sujets très poussés. On touche au code de la santé, code du travail, code de la construction et de l'habitation, santé publique à travers l'amiante. Pour nos opérateurs, pour les gens qui habitent ou qui travaillent, les travaux avec des désamianteurs, des artisans, code de la santé avec le plan des peintures, code de la santé avec le gaz et l'électricité, avec des impacts très majeurs si on ne fait pas correctement notre métier en termes de risque à la personne et risque matériel. On a cet environnement-là qui est très important. Aujourd'hui, l'actualité se porte plutôt sur le diagnostic de performance énergétique avec toutes les contraintes liées à l'environnement que nous avons global. L'environnement, la planète, les contraintes et les difficultés qui arrivent devant nous avec le coût de l'énergie, avec la rénovation des bâtiments qui doit se faire et qui doit s'opérer, et ça depuis de nombreuses années. Et le diagnostic, c'est un petit peu tout ça. On brasse beaucoup de sujets, des fois connexes, des fois complètement opposés, et avec un environnement d'ailleurs de marché et des enjeux commerciaux, sur des transactions, sur des locations, sur des interdictions, sur des obligations. Et c'est ça l'enjeu de notre métier. Et il a fallu des années, effectivement, pour comprendre tous ces mécanismes-là. Et à partir de là, effectivement, on peut construire un business model. Voilà. Et on a des business models totalement différents. Certains sont rentables, d'autres ne le sont pas du tout. Et il faut un tout pour faire de cette entreprise. Donc les opportunités, je vais être un petit peu dur à travers mon métier, mais c'est vrai que c'est un métier où on ne s'engage pas que pour faire de l'argent. On s'engage déjà parce qu'on a une envie d'exercer une certaine responsabilité, voilà, une certaine technicité, et parce qu'on aime l'environnement du bâti avec tout ce que ça comporte. Ok, très clair. J'ai l'impression d'avoir constaté en tout cas une mutation un peu du diagnostiqueur aussi. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la mutation de l'agent commercial en immobilier via l'agent IMO, / l'agent co, / le mandataire immobilier? Est-ce qu'il y a cette mutation dans le marché avec des réseaux de diagnostic qui se sont lancés un petit peu et qui, une sorte de délégation pareil, de carte professionnelle, comment ça marche? Alors aujourd'hui, l'accès au métier passe par la case certification, formation et certification, et donc on devient des diagnostiqueurs avec une certification pour pouvoir exercer. Ces certifications, elles ont beaucoup évolué dans le temps, on est très très contrôlé avec des surveillances et des contrôles sur ouvrage, des surveillances documentaires et des contrôles sur ouvrage, des cycles de recertification. Quand j'ai commencé dans le métier, c'était 5 ans, aujourd'hui c'est passé à 7 ans. Le législateur, pour essayer de renforcer la qualité des opérateurs, impose des formations complémentaires, notamment liées au diagnostic de performance énergétique, mais pas que. Et puis, à partir de là, vous pouvez exercer la profession de diagnostiqueur. Après, dans la profession du diagnostic immobilier, il y a tout type d'entreprise, tout type de format d'entreprise. Historiquement, le métier de diagnostiqueur, c'était plutôt des indépendants qui avaient leur contour de prescripteurs, notaires, syndics, agents immobiliers, bailleurs, etc. Et qui travaillaient localement sur leur sujet de maîtrise. Puis des grands groupes sont arrivés et ont pris de la place. Et puis des structures comme la mienne, intermédiaires, qui essayent de progresser. Et puis on trouve également de la franchise, on trouve un petit peu de tout. Donc il n'y a pas vraiment de format d'entreprise. C'est ce qu'on retrouve dans les métiers de l'immobilier, des entreprises totalement différentes, comme les agences immobilières, des franchises, des groupes en nom propre, des indépendants, des mandats. Ouais, donc marché très éclaté. Exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet vraiment technique, pour bien comprendre quels sont les diagnostics obligatoires en matière de transac et de location, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, toi, relatif à l'immobilier? Mon parcours, c'est d'abord de l'informatique au tout démarrage pendant quelques années, à travers le technico-commercial, avant que l'informatique se démocratise dans les années 2000. Mon passage, c'est 2004 dans une agence immobilière pour laquelle j'étais prestataire. C'était un métier qui me donnait envie. J'ai fait de 2004 jusqu'à fin 2007 dans l'immobilier, mais la partie pure commerciale ne me satisfaisait pas complètement et j'avais envie vraiment de technicité et les domaines du bâtiment, l'architecture, rénovation, construction
m'intéressait et naturellement, je me suis tourné vers ce métier de diagnostic immobilier qui était un petit peu au démarrage, on va dire. Et à titre personnel, on se parlait tout à l'heure aussi d'investissement immobilier, des choses comme ça. Du coup, c'est quelque chose que tu as pu démarrer assez tôt aussi? Alors, dans mon parcours personnel, pour préparer comme tous les chefs d'entreprise un petit peu la retraite et mettre un peu de beurre dans les épinards, j'ai fait de l'investissement immobilier classique, voilà, et puis un petit peu d'opérations marchand de biens. Voilà, c'est pas ma fonction première. J'ai fait quelques opérations avec mon associé. Elles ont été extrêmement intéressantes en termes de culture. On continue sur certaines opportunités. On le fait plutôt de manière parallèle à notre métier de base, on va dire, du diagnostic immobilier, mais il y a beaucoup de chassés-croisés. Hein. Oui, mais là, je vois qu'il y a aussi quand même un mindset sur le sujet. Dans les locaux où on est, tu disais aussi que voilà, il y a 3 appartements qui vont être exploités en Airbnb. Donc c'est vrai que du coup, on voit qu'il y a cette notion quand même de ok, j'ai de la surface, il faut que je l'exploite, il faut que j'ai un rendement en face. Exactement. En fait, bon, je n'échappe pas à la règle. On voit une transformation de l'investissement immobilier, du locatif, de la manière dont on le pense, de la manière dont on l'envisage sur le long terme. Et effectivement, comme tout le monde, j'essaie de suivre un peu les tendances. Moi, je suis de la vieille école, un logement, un locataire, long terme, en bon père de famille. Aujourd'hui, effectivement, je me rends compte que on peut aussi être bon père de famille avec de l'Airbnb, avec de la location meublée, avec une multitude de biens immobiliers différents et un panaché. Et donc, je creuse un peu les sujets. On a un peu de bureaux, un petit peu de locaux commerciaux, de l'habitation. On essaie d'avoir un panaché, voilà, pour préparer la suite. Voilà. Bon, les diags. Alors, les diags. Donc le sujet est vaste. Comment on peut démarrer? Est-ce qu'on peut se faire déjà un petit résumé des diagnostics, de tous les diagnostics qui sont obligatoires lors d'une vente ou d'une acquisition, selon si on est du côté vendeur ou du côté acquéreur? Alors le diagnostic immobilier, il y a plusieurs volets, donc en fonction si vous êtes en maison, en appartement, en copropriété, en monopropriété. Les diagnostics classiques sont dans le cadre d'une vente obligatoire pour les termites, la recherche de ces bébêtes qui font beaucoup de dégâts. Dans certaines régions, on a même les champignons type mérule. On a le volet des états des risques et pollution. Ça, c'est un sujet aussi assez majeur lié à l'assurance et à la sinistralité au contexte naturel, géographique, etc. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut nous-mêmes obtenir sans passer par un diagnostiqueur. Sans passer par un diagnostiqueur, cependant, c'est devenu un petit peu les habitudes de travail du diagnostiqueur de les réaliser. Voilà. Parce qu'on a un petit peu la culture des parcelles cadastrales, on se déplace sur place, donc on vérifie bien les recollements, les risques, on fait les vérifications, etc. C'est plutôt resté dans le giron du diagnostic immobilier historiquement. Après, on a, en fonction des années de construction, mais des obligations, donc diagnostic de performance énergétique, tous les logements, les superficies loi Carrez lorsqu'on est en copropriété, le repérage amiante pour toutes les bâtisses construites avant le 1er juillet 1997, la recherche de plomb des peintures pour tous les logements avant 1949 et les installations intérieures d'électricité et de gaz pour les logements de plus de 15 ans. Donc on a un environnement assez global, on a plusieurs expertises qui s'imposent aux clients. Et un vendeur se doit de fournir une information, de la transparence. Aujourd'hui, c'est vraiment le maître mot, hein, c'est d'être le plus clean possible dans l'information. Voilà, quelles que soient les pathologies, quelles que soient les anomalies qu'on peut rencontrer, il faut pouvoir donner un éclaircissement aux acheteurs. Est-ce qu'une vente peut se faire sans ces diagnostics ou avec, on va dire, un manquement partiel de ces diagnostics à partir du moment où l'acquéreur l'accepte? Alors, c'est un vaste sujet, c'est un sujet très, très juridique. Les responsabilités sont grandes, on voit un petit peu de tout. De manière générale, aujourd'hui, les professionnels que sont les notaires imposent aux vendeurs, pour la sécurité des parties, vendeurs et acheteurs, de faire les diagnostics au nom du vendeur, au moment de la vente, à jour, et de ne pas ni récupérer, ni se passer d'anciens diagnostics. D'une part parce que il peut y avoir des bêtises ou des coquilles dans les anciens rapports. Le bien vit,
Donc de le faire, de réactualiser le diagnostic de temps en temps, il y a eu des travaux de fait et on trouve des choses qu'on n'avait pas trouvées auparavant. Et puis les logements vieillissent, donc on rajoute des obligations comme l'électricité et le gaz, plus 15 ans, donc des diagnostics qui n'étaient peut-être pas obligatoires au moment de la vente. Donc pour des questions d'assurance et de responsabilité, il est fortement besoin de refaire les diagnostics à chaque vente pour se sécuriser en tant que vendeur et puis pour apporter à l'acheteur la tranquillité. Si on rentre dans le détail de chaque diagnostic, on va pouvoir un peu développer chacun d'entre eux. Il y en a plus ou moins importants que d'autres aussi selon les régions. On va se baser là sur une région où on va dire qu'il n'y a pas les mérules, ça nous fera un sujet en moins. Ouais, c'est sûr. Voilà. Alors les termites, où on les trouve en France de manière générale, c'est quoi les risques, comment on peut les traiter s'il y en a, est-ce que c'est vraiment dangereux d'acheter un bien s'il y a des termites ou est-ce qu'il y a des solutions? Alors, des solutions, il y en a toujours. Tout dépend du degré d'infestation et du moment où on prend connaissance de la problématique. Lorsque les termites sont très installés dans un habitat, ça peut être très très compliqué de traiter. Et moi, j'ai vu des bâtiments où on a dû raser. Parce que l'infestation le traitement était trop coûteux et l'infestation avait fait trop de dégâts. Et donc structurellement, il y avait un risque d'effondrement. C'est une bâtisse dans le Gers. Les termites, donc, grosso modo, je ne vais pas faire une carte postale de la France, mais on les retrouve maintenant à peu près partout. À partir d'une certaine altitude, on ne les retrouve plus. 1500, 1600 mètres. Mais de plus en plus, un peu comme tous les insectes, ça prend de la place comme les moustiques. Alors il y a des régions plus ou moins impactées et infestées par le problématique thermique. Le bassin, on va dire Aquitaine, le bassin méditerranéen sont plus impactés par les taux d'hygrométrie. Nous, à Toulouse, on a à peu près 1,5%, 2%, 3% d'infestation. C'est un peu les... Ok, et comment on les repère? On recherche des indices et donc on a un repérage minutieux de tout ce qui est au niveau des matériaux accessibles du bois, par sondage tactile, sonore, avec du poinçonnage. Et on a une recherche minutieuse du rez-de-chaussée au dernier étage parce que nous avons un seul genre de termite qui fait des dégâts autres que l'arboricole qui nettoie un petit peu les souches d'arbres, c'est le Rituculiterme. C'est un genre de termite qui est constructeur et qui part du sol, donc il est dans le sol et il remonte par les bois accessibles. Donc tu veux dire que si la charpente est infestée, ça veut dire qu'il y a une infestation forcément en bas? Exactement. En règle générale, ça commence par les premiers indices, on les découvre au rez-de-chaussée. Après, vous pouvez avoir des bois de chauffage qui ont été déposés contre une façade. Je l'ai vu diagnostiquer une maison termitée dans le 3100 il y a quelques années, où effectivement c'est par l'apport des bûches qui avaient été entreposées contre la façade de la maison. Elles ont fait des coordonnées, des petites galeries sur la façade et elles sont allées attaquer des bois de charpente sur une maison des années 70. Donc on a de temps en temps ce type de... D'ailleurs le bois il faut le stocker autre que contre une maison. Parce que tu vois, je me posais justement la question de comment, parce que souvent les charpentes dans les maisons qui ont été rénovées, doublées en placo, etc., tu les vois pas. Non. Tu n'y as pas accès. Non, bien sûr. Et j'ai jamais vu de diagnostiqueur enlever des tuiles et passer par... Voilà. Exactement. Donc, comment on peut faire? Il y a de l'aléa, voilà, il y a de l'aléa, malheureusement, parce que c'est pas une science exacte. L'inspection, elle a un début, elle a une fin. C'est pour ça aussi que la durée de validité des diagnostic termite est de 6 mois. C'est on travaille sur un insecte vivant. Et le jour de notre passage, il peut ne pas être visible ou en tout cas faire ses premiers dégâts et donc trouver des premiers indices et puis 7 ou 8 mois après il a progressé et il y a des dormants de porte ou des plaintes qui n'étaient pas encore touchés et qu'on va effectivement sonder et lors du renouvellement et trouver des indices qu'il n'y avait pas 7, 8, 9 mois avant. Donc il y a une inspection minutieuse, on a des habitudes de travail pour éliminer on va dire tous les susceptibles de risques avec les abords de terrain déjà autour de la bâtisse lorsqu'on est en maison individuelle. Et puis, petit à petit, une inspection, on va dire, par phase, jusqu'à l'accès à la charpente au bois. On y voit bien plus clair sur les termites. Un autre sujet qui fait peur aussi, dont le nom fait peur, c'est l'amiante. Et je comprends que ça puisse faire peur. C'est termite, amiante, ça fait peur. Tu vois, DPE, ça fait moins peur pour le coup, tu vois, comme... Ça a d'autres impacts. Voilà, ça a d'autres impacts, mais c'est moins sanitaire. C'est moins sanitaire, exactement. Donc, sur l'amiante, alors, combien de temps c'est valable un diagnostic amiante? Alors, les durées de validité, c'est un grand sujet dans l'amiante. En fait, il n'y a pas de durée de validité. Le repérage amiante, il y a un cadre juridique avec des diagnostics qui sont faits pour les besoins, un diagnostic vente,
un diagnostic DAPP qui est pour de la location sur un certain nombre de matériaux à contrôler. On a des diagnostics techniques amiante pour les immeubles en copropriété, pour les parties collectives et communes. Et après, on a des diagnostics amiante avant travaux lorsqu'on entreprend des travaux à titre individuel, professionnel. C'est ça. Voilà, le repérage amiante avant travaux ou diagnostic amiante avant travaux, ou le diagnostic démolition. Et donc, en fonction du cadre réglementaire dans lequel on intervient, on a une limite d'inspection. Dans le cadre d'une vente, le sujet qui nous intéresse, on est limité à la fois dans les listes. Il existe 3 listes de matériaux, liste A, liste B, liste C. Nous sommes limités à la liste A et la liste B. Pour les distinguer, elles sont écrites dans les réglementations. La liste A, ce sont les matériaux non liés, qu'on appelle les friables. Il existe 3, calorifugage, faux plafond et flocage. Et après, la liste B, c'est une liste qui comporte tous les matériaux fibrés ciment, les plaques ondulées, les conduites, les descentes d'eau pluviale, les menuiseries amiantes. On va y retrouver également tout ce qui va être les dalles de sol qui pouvaient être amiantées, et également tout ce qui va être les revêtements bitumineux et enduites à locher qui pourraient comporter de l'amiante. Et après, on a une liste dans la C qui est dédiée à l'amiante avant travaux et démolition. C'est tout type de matériaux, la liste est très étendue et on va retrouver des matériaux que l'on ne soupçonnerait pas. Mâchoire de frein d'ascenseur, colle de carrelage ou colle défaillance, etc. Joints de tresse dans des portes coupe-feu, et j'en passe, et des meilleurs, parce qu'on a eu des peintures, des joints calicot, de bandes de plâtre. Et là, l'inspection n'a rien à voir. On travaille en sondage, on travaille avec une feuille de route qui est beaucoup plus invasive. Voilà. Aujourd'hui, dans ce qu'on peut rencontrer dans l'habitat, on va dire, ce sont des matériaux qui ont été référencés liste A, liste B. Dès l'instant où ils ont été diagnostiqués, que leur état ont été mis à jour, leur état de conservation, s'ils sont en bon état, mauvais état, il y a des actions directes ou indirectes qui en découlent, soit de désamiantage, soit de surveillance, soit on est tranquille. Les matériaux de type fibre et ciment, s'ils sont en bon état et qu'on n'y touche pas, qu'on ne les perce pas, par exemple les plaques ondulées sur les toits, sous une tuile ou des descentes d'eau de pluie, ne présentent aucun risque sanitaire. Il faut simplement les localiser et prévenir en cas d'intervention d'un ouvrier qui pourrait travailler dessus. Et s'il devait les déposer, prendre toutes les précautions nécessaires. Il doit avoir un certain nombre d'équipements. Il doit avoir également des formations appropriées en sous-section 3 ou sous-section 4 pour pouvoir intervenir sur ces matériaux, faire un traitement en déchetterie spécialisée, etc. etc. Alors jusqu'à quand ça pose pas de problème du coup, jusqu'à ce que le matériau soit pas ébréché? Exactement, détérioré, qui se délite, qui vient à ne plus être sa fonction initiale. Voilà. Donc tout dépend de son environnement, de son agression extérieure, son usage, etc. Voilà. Donc l'amiante, c'est une catastrophe sanitaire depuis de nombreuses années. Le législateur en France a réagi en 97, un peu tard par rapport à certains pays et un peu tôt par rapport à d'autres qui continuent à commercialiser ce matériau parce qu'il a de très bonnes propriétés techniques, thermiques, etc. Somme toute, effectivement, il y a un problème de santé publique avec ces fibres d'amiante qui sont extrêmement invasives lorsqu'on les respire sur des longues échéances notamment, entre autres, même si ce n'est pas une science exacte. Et il faut se prémunir de ce risque. Alors, on vit dans le quotidien avec de la pollution liée à l'amiante. Il y a encore, quand vous baladez sur les trottoirs, des conduites qui sont cassées, détériorées, où tout le monde marche dessus. Voilà, le temps que le législateur, des revêtements bitumineux de voirie qui sont amiantés, on en a mis partout. Il y a plus de 4000-4500 matériaux et produits référencés amiante, donc c'est un vaste sujet. Dans l'habitat, c'était plutôt les mêmes familles d'amiante qui étaient plutôt relevées, et pour vivre au quotidien, lorsque le diagnostiqueur a repéré, si on n'entreprend pas de travaux majeurs, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dès lors où effectivement le diagnostiqueur a conclu que le matériau était, entre guillemets, viable au contact. Okay. Un peu comme le plomb et les peintures en bon état ou des peintures dégradées. On a des risques qui sont gradués et à partir de là, effectivement, on vit au contact mais sans avoir une difficulté sanitaire. Alors le plomb d'ailleurs justement c'était le sujet post-amiante. Donc lui il a une durée de validité aussi ou pas du tout? C'est comme l'amiante. Alors la durée de validité lorsqu'il est positif, effectivement il a une durée de validité d'1 an. Il a, en fonction des facteurs de dégradation, il peut y avoir des obligations et c'est un diagnostic pour lequel
un peu comme l'amiante dans le cadre de la liste A dégradée où on doit faire remonter aux ARS le dossier pour que l'ARS puisse suivre, la préfecture puisse suivre le désamiantage. En plomb, c'est pareil. Lorsqu'on a des facteurs de dégradation trop importants sur une même pièce ou dans un bâtiment, dans un local ou un appartement avec des unités supérieures et dégradées, on a des obligations d'enlever le plomb, de faire des travaux de réhabilitation. Alors c'est d'un rare cas, mais on doit en faire la déclaration. Et donc le propriétaire ou le propriétaire bailleur, propriétaire vendeur, propriétaire bailleur doit faire les travaux. D'accord. Et sur le... Alors attends, j'ai un truc qui me revient sur l'amiante, là, et après on va venir un peu plus en détail sur le plomb, sur le type de matériaux, etc. Sur le repérage amiante avant travaux, c'est un truc je pense que maîtrisent pas forcément tous les investisseurs aujourd'hui qui font des travaux. Franchement, je parie assez facilement que 95% des investisseurs ne font pas de rate. Et pourtant, c'est prépondérant et c'est obligatoire. Voilà. Donc tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, il y a eu une grosse campagne d'ailleurs, il y a 1 an et demi, 2 ans, des pouvoirs publics qui ont envoyé un feuillet en rappelant les obligations à tous les propriétaires. Moi, je l'ai reçu sur mon patrimoine, à tous les propriétaires concernant les travaux. Aujourd'hui, très clairement, il y a un risque pénal pour quelqu'un qui ne ferait pas ses obligations réglementaires. Pourquoi ? Parce qu'on met en danger des opérateurs, des artisans, par la libération de fibres, de travailler au contact d'eux. Alors les artisans aussi ont... Normalement, la filière des professionnels du bâtiment ont des obligations également de formation liées à l'amiante, qu'ils font ou qu'ils ne font pas, mais ça s'impose à eux, la sous-section 4 et pour ceux qui désamiantent la sous-section 3. Voilà, ça s'impose. Effectivement, le particulier qui va faire sa propre rénovation de salle de bain ou de cuisine ou de sol ne prend aucune précaution, il se met en danger, ou l'investisseur qui se fait ou qui fait faire un petit peu comme ça, il se met en danger, il fait une pollution environnementale qui peut avoir des répercussions chez le voisin. Tout ça, soit par méconnaissance la plupart du temps, voilà, parce qu'ils pensent qu'un diagnostic vente c'est l'alpha et l'oméga pour faire un diagnostic amiante avant travaux, alors que ça n'a strictement rien à voir. Oui, on l'a vu, c'est pas d'ailleurs la même classe. Ce n'est pas les mêmes listes, et puis surtout en amiante avant-vente, les biens sont vendus en l'état, donc on ne fait pas de sondage, on ne fait pas de dégradation, mis à part les matériaux de contact, des listes qu'on pourrait prélever, un calorifugage, une dalle de sol, où on va faire un sondage dans un protocole strict pour ne pas polluer également l'environnement de l'habitat sur une prélèvement de dalle de sol avec des surfactants, avec de l'aspirateur à particules fines, etc. Mais lorsqu'on va aller travailler en démolition ou en dépose, en amiante avant travaux ou démolition, là on a une fonction étendue de repérage et on a des matériaux qui ne sont pas visibles au contact. La majeure partie du temps, on va avoir des cols de faïence qui sont extrêmement nocives, et lorsqu'on enlève des carreaux de faïence dans une salle de bain, la poussière d'amiante qui va polluer la salle de bain, et les poumons du mec qui l'enlève, les poumons de la personne qui l'enlève, mais surtout qui va rester dans l'habitat pendant des mois, et qui, même une fois que vous avez l'impression que vous avez nettoyé, que votre salle de bain elle est parfaite, ça se met dans les conduites de ventilation, ça se repose partout. L'amiante, la fibre d'amiante, c'est 2000 fois plus petit qu'un cheveu. Donc ce sont des particules extrêmement fines qui restent en suspension. On a des difficultés après liées à l'environnement. Et lorsqu'on est en copropriété, on a aussi des impacts chez les voisins. Donc c'est sûr que c'est un coût le désamiantage, c'est sûr que c'est un coût le repérage amiante avant travaux. Combien ça coûte d'ailleurs un repérage ? Alors on travaille avec du forfait de temps d'intervention, rédaction de rapport et déplacement sur site, etc. En fonction de l'habitat, ça peut être très très différent, hein. Ça peut aller de 200, 300 euros à 1500, 2000 euros le forfait standard. Tout dépend de la taille du bâtiment, des travaux envisagés, si on est dans le cadre d'une amiante avant travaux ou de démolition. Ça prend également en compte l'équipement de l'opérateur qui intervient, mais également les conditions d'intervention, si on est en zone occupée ou si on n'est pas en zone occupée. Des fois on intervient pour faire des amiantes avant travaux en zone occupée, avec des meubles, avec des personnes, donc on a des protocoles de prévention du risque, et on a tout un protocole également de protection de l'environnement de travail. Donc forcément les forfaits, en règle générale c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, ces forfaits, et puis après on a un coût au prélèvement, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
et on optionne le nombre de prélèvements. Prélèvement et l'analyse. Et l'analyse du laboratoire. Donc dans le coût d'un prélèvement, il y a l'analyse du laboratoire en lui-même pour déterminer si le produit, le matériau qui a été prélevé contient des fibres d'amiante et quel est le type de fibres. Et dans ce coût-là, il y a le sondage de l'opérateur, etc., qui rentre en compte sa main-d'œuvre pour pouvoir percer, prélever, etc., etc. Et le diagnostiqueur, lui, donc sous-traite l'analyse à un labo spécifique. Voilà, exactement. On envoie à des labos indépendants accrédités au COFRAC. Il en existe plusieurs en France et même en Europe aujourd'hui. Et on envoie les échantillons. On a des résultats entre 3 et 10 jours en fonction des périodes. Ok. Voilà, là aussi, il peut y avoir des embouteillages. Ouais, j'imagine. Voilà, donc là, on ne maîtrise plus. Et après, il y a des conséquences en fonction du retour des analyses. Et il peut y avoir un plan de retrait qui va être mis en place par un des amianteurs et qui va être calibré. Donc, ça peut être relativement simple comme des choses relativement complexes avec des curages. Donc, ça peut coûter très cher à l'arrivée. Alors après, il y a beaucoup d'aléas dans ce domaine. Beaucoup d'aléas parce que c'est pas l'alpha et l'oméga de faire des sondages, des analyses. Les produits et matériaux qui étaient mis n'étaient pas tous amiantés en fonction des générations, en fonction des périodes et d'un fournisseur à l'autre. Et donc, on a toujours de l'aléa. Et à partir de quand, tu disais 97 tout à l'heure, à partir de vraiment quelle année on peut être sûr qu'on n'a plus d'amiante parce qu'il n'y avait plus de matériaux? Alors, l'expérience de 15 ans m'ont fait voir des choses assez rigolotes dans le métier, notamment dans la récupération de matériaux. Et j'ai eu à diagnostiquer effectivement une maison qui était de 2003 pour laquelle il y avait une petite extension de fait avec des plaques fibrées qui avaient été récupérées et un joli conduit de fumée d'un barbecue en fibrociment. Ah ouais. Qui lui aussi avait été récupéré. Et donc, effectivement, on n'était pas lié, il n'y avait pas le diagnostic amiante à faire. Et pourtant, il y en avait. Donc, ça a été signalé sur l'autre diagnostic termite, par exemple, en termes de devoir de conseil. D'accord. Donc, mais effectivement, on a interdit la fabrication et la vente de produits et matériaux contenant de l'amiante au 1er janvier 1997 et on inspecte toutes les bâtisses dont le permis de construire est avant le 1er juillet 1997. Pour finir sur le repérage avant travaux, moi je l'ai vécu, il y a des contrôles. Oui, bien sûr. Il y a des contrôles, je sais pas inspection si du travail, voilà, bien ouais, sûr, l'inspection direct. du travail fait des contrôles, effectivement. Et donc, c'est là qu'on doit prouver, effectivement, qu'on a fait un repérage amiante avant travaux. Un repérage amiante et que sur les travaux que l'on effectue, le plan de prévention a été bien mis en place et qu'on a fait un protocole, on va dire, de gestion du risque. Ouais. Ok, très clair. On revient sur le plomb. Tu vois, anecdote personnelle, j'ai un locataire qui rentre, je lui envoie les diagnostics en amont, enfin qui doit rentrer, j'envoie le diagnostic, il me dit « Ah mais je suis pas à l'aise, il y a du plomb ». Je lui dis « Ah bon ?» L'appart venait d'être entièrement rénové, etc. Je dis « Il y a du plomb ?» Oui, il y a du plomb sur quelques menuiseries, il y a des traces de plomb. Et donc moi je lui ai répondu un peu, ironiquement, je lui ai dit « A priori, si vous n'avez pas prévu de manger la porte, vous ne courez pas trop de risques. » Est-ce que j'ai faux ou... Oui et non. Ouais. Si on vulgarise, effectivement, c'est un petit peu ça. Si on va un petit peu dans le détail, forcément, à chaque mission et à chaque contrôle et chaque diagnostic a ses particularités. Donc, si on vulgarise, effectivement, à gérer des particules de plomb crée des difficultés liées au saturnisme. Et donc, le plomb dans le sang. Et donc, c'est extrêmement dangereux pour la santé parce qu'une fois que c'est dans l'organisme, l'organisme ne rejette plus ces particules. Et donc, ça fait beaucoup de dégâts. Et notamment, ça fait beaucoup de dégâts chez les enfants qui mangeaient un peu tout, les n'importe femmes quoi. enceintes, etc., etc. Donc le saturnisme est un vrai problème et un vrai enjeu de service public. Il a d'ailleurs été mis en lumière sur l'habitat insalubre, notamment dans les habitats de certains départements très pauvres, comme la Seine-Saint-Denis, etc. Et c'est un peu partie de ces constats-là. La peinture au plomb a un petit goût sucré, les enfants se suçaient le pouce après avoir gratté les portes, les menuiseries, les murs, etc. Et donc on avait beaucoup de cas de saturnisme en France. Mais ce n'est pas tout, parce que comme tout polluant, l'inhalation est aussi un danger. La fibre d'amiante, pour faire un rembobinage, on connaît les cancers alliés qui sont les cancers, on va dire,
naturelles liées à la fibre d'amiante, plèvres, poumons, respiratoire, gorge et respiratoire. Mais en fait, depuis qu'on analyse avec les évolutions de la médecine et des tests, en fait, ça touche tous les organes. Il y a des cancers de la vessie, des cancers de la prostate liés à l'amiante, etc. etc. Le plomb, c'est un petit peu la même chose. Si on l'inhale, ça fait des dégâts également pulmonaires, ça fait des dégâts au niveau de la gorge. On est toujours pareil, il y a le risque lorsque on a des matériaux dégradés dans l'habitat. S'ils ne sont pas dégradés, qu'il y a eu des revêtements de surface, de nouvelles peintures, etc., et que l'habitat est sain, ventile, etc., et qu'il y a un diagnostic qui apporte l'information, qui permet de savoir que telle porte, telle menuiserie, telle plinthe, tel mur, telle peinture est plombée, on limite largement le risque et on peut vivre dans l'habitat tout à fait traditionnellement et sans problématique comme avec l'amiante. C'est dès lors effectivement où on va avoir un habitat dégradé, enfin des matériaux dégradés dans l'habitat, et lorsqu'on va faire des travaux, là il faut avoir de la précaution du risque. Il faut savoir que le diagnostic plomb avant travaux, avant démolition est également obligatoire pour les bâtisses. C'est 1994. D'accord. Donc 49 pour une vente ou une location. Ouais. Avant 1949, l'obligation de diagnostic, mais pour des travaux de la démolition, 1994, parce qu'on a mis de la peinture au plomb jusqu'en 1994, avec des teneurs peut-être différentes, des produits différents, mais jusqu'en 1994, on a tracé de la peinture au plomb dans l'habitat, dans le tertiaire, etc. Ok, très clair. Tous les diagnostics qu'on a vus là, les 3, ils sont valables pour la transaction, donc pour la vente et aussi pour la location, ou par exemple les termites, c'est pas nécessaire pour la location? Alors les termites, le seul diag qui ne tue le pavé est la location. Ok. J'ose dire qu'effectivement, le propriétaire bailleur d'une maison, s'il a des termites, il va être vraisemblablement averti rapidement par son locataire. Ouais. Parce que, en fonction du degré d'infestation, je ne vais pas y revenir, mais voilà, il peut y avoir des conséquences avec le dormant de la porte, la plainte qui se désagrège, le sol, le parquet, etc. Okay. Pour l'amiante et le plomb, effectivement, en fonction des dates, il y a des obligations d'information. Autre diagnostic qui me semble souvent un peu oublié ou mal compris, c'est l'état des risques et des pollutions, le RP. Oui, tout à fait. En quoi il consiste et en quoi il peut alerter un acquéreur? Alors, il y a des degrés également dans l'information. Il y a des degrés et des conséquences liées à cet état des risques et pollutions. On va prendre un cas sur notre secteur. Nous avons des sols très argileux, donc avec des mouvements de terrain ou de la sécheresse qui impactent les sols. Et en fonction de l'aléa de l'ERP, si on est en zone moyen ou fort de ces mouvements de terrain ou de sécheresse, on a des obligations sur la vente d'un terrain de faire une étude de sol qu'on appelle la G1 pour aller vérifier la teneur du sol et jusqu'où on va trouver la roche, etc. Et donc ce sont des obligations pour la vente. Et là, vous faites comment? Avec un carottage? Alors nous, on ne fait pas. Ah, vous faites ça, pas, ce d'accord. sont des entreprises spécialisées, bureaux d'études de sol, qui vont intervenir et faire des sondages avec une carotteuse dans le sol. C'est un impact important parce que toute construction qu'on va vouloir réaliser sur cette parcelle de terrain va devoir faire l'objet d'une étude de sol préalable à la charge du vendeur qui est la G1 et obligatoire dans le permis de construire qui est la G2. Et donc les coûts liés à la construction peuvent être importants par la mise en place de pieux, etc. Mais ça va avoir aussi également un impact sur l'habitat classique. Et là, à l'heure actuelle, avec les gonflements et retraits des sols argileux et des aléas, on a beaucoup de maisons qui se fissurent en ce moment sur l'Occitanie, énormément de dégâts de sinistres. Et effectivement, le fait d'avoir l'information en fonction de la bâtisse, c'est d'avoir un œil plus attentif à ce que je regarde, à ce que je visite, est-ce que éventuellement poser la question au vendeur si sa maison elle est sur un radier, sur un vide sanitaire, sur pieux, etc. Parce qu'il peut y avoir des conséquences par la suite. Ok, ça permet d'adapter les fondations éventuellement. Exactement. De la si je construction, veux faire une construction du additionnelle, je veux faire une piscine, je veux faire une extension, je veux faire une surélévation. Voilà, ça donne des informations. Une information préalable sur le risque. Ça donne également, sur les inondations, etc. Je ne vais pas les faire tous, mais ça donne effectivement un axe de réflexion et savoir se positionner et la gestion du risque lors de l'acquisition. Et après, dans cet état des risques et pollutions, le vendeur doit également déclarer, et ça c'est lui qui le fait à travers le document qu'on lui remet, dont il y a une partie vierge, tous les sinistres liés aux catastrophes naturelles qu'il a eu et s'il a eu des indemnités. Ce qui va permettre effectivement d'avoir de la traçabilité des informations
Et s'il a été inondé 3 fois, et qu'il a bénéficié d'indemnité, il doit en faire preuve à l'acheteur. Okay. Et l'acheteur, soit il achète avec cette information-là, il en fait son affaire, et il sait qu'il aura les pieds dans l'eau, soit il dit non, moi je ne veux pas prendre ce risque d'avoir de nouveau un aléa. J'ai souvenir aussi que sur cette ERP, il y a une carte, il me semble, avec il y a plein de cartes. Un peu tous les sites, par exemple, polluants autour. Exactement. Les Alors, c'est complété, ça, ce sont les risques naturels, ce sont complétés beaucoup de choses, les risques technologie. On a eu un petit AZF à Toulouse, c'est un petit sujet, mais qui a marqué de ce document-là de ces risques, donc risques technologiques, risques des pollutions de manière générale, pollution des sols, donc c'est des bases basioles qui ont été intégrées dans cet état des risques et pollution pour lorsqu'on achète un terrain, savoir si on était dans un site pollué, une ancienne décharge, un ancien garage automobile avec des polluants de sol, station de lavage ou industrie, etc. Est-ce qu'il y a un entrepôt de carburant pas loin? Si on a un risque effectivement d'explosion avec un entrepôt de carburant pas loin, etc. Donc on est toujours dans les préventions du risque. Après, on a également mis les risques miniers. En France, il y a des carrières. Il y a un petit reportage que j'ai vu à la télé il y a 1 mois et demi dans le bassin bordelais où des carrières qui ne sont pas référencées, où d'un coup un propriétaire se retrouve avec un trou de 6 mètres de profondeur dans le jardin, en tout cas dans son reportage. Et puis donc ces risques technologiques, ces risques environnementaux, on rajoute en plus depuis 1 an et demi la pollution sonore des aérodromes et aéroports avec l'ENSA, l'état des nuisances sonores aériennes, qui a complété également ce document. Donc aujourd'hui, un acheteur, il a, par le diagnostic immobilier, une information, une cartographie très très précise et très, très poussée aujourd'hui de ce qu'il achète et du risque. Et après, en fonction de son échelle, de sa sensibilité au risque, soit on devient propriétaire, soit on ne le devient pas, mais en tout cas, on a la connaissance de tout ce qui pourrait se passer à l'instant T. Et en fonction aussi de son degré d'implication dans la lecture des diagnostics. Exactement. Parce que ce qui fait aujourd'hui la taille des annexes des actes, c'est quand même les diagnostics. C'est très lourd. Et tu vois, je regarde, moi qui fais quand même pas mal d'acquisitions ou de ventes, en fait, chaque professionnel a une façon quand même un peu différente de les présenter. Et du coup, j'ai l'impression que c'est toujours une usine à gaz de retrouver juste la synthèse. Parce que ce qui compte, c'est quand même déjà regarder la synthèse de manière macro, et après, si effectivement il y a une anomalie, aller regarder un peu le détail. Mais tu vois, quand on veut jeter un œil, nous, ou même un notaire, je me dis que tu veux jeter un œil pour conseiller son client, c'est quand même assez lourd, tu vois. Alors moi, ce que je regrette par rapport à mes démarrages, on a tous la même nomenclature parce qu'on travaille tous sur les mêmes normes, on a les mêmes arrêtés de travail. Donc on va dire que le fond, on doit tous rejoindre. Je trouve que la forme a pris le pas sur le fond comme beaucoup et on est passé lorsque j'ai débuté dans le diagnostic, d'une information sur le fond qui doit être pertinente et minutieuse comme pour l'amiante sur 2-3 pages à 25 pages pour mettre toute la réglementation, tous les risques, toutes les conséquences et éventuellement les exclusions et protection du diagnostiqueur, et il en faut. Parce qu'on ne peut pas tout voir et on ne peut pas prendre toutes les responsabilités. On a aussi un début, une fin de mission et un cadre normatif. Mais effectivement, la forme est prépondérante et donc la lecture du néophyte devient de plus en plus difficile. Alors, le diagnostiqueur essaie de vulgariser un peu l'information en y apportant en plus des textes quelques photos pour essayer de faire comprendre par l'image. Mais ça fait des dossiers extrêmement lourds et des fois, on a du mal à trouver le fond. Ouais. Il y a quand même aussi beaucoup de textes, comme tu dis, obligatoires, juridico-juridiques, qui quand même prennent beaucoup de place. Exactement. Et qui forcément mettent pas trop en lumière le résultat, mais plutôt la méthodologie, des fois, qui finalement importe peu pour l'acquéreur ou le vendeur. Exactement. En tout cas, le conseil que j'ai à donner, et je le donne depuis que je fais ce métier, et d'autant plus aujourd'hui, c'est d'anticiper au maximum lorsqu'on a un projet de vente ou de location, d'anticiper ou de travaux, d'anticiper au maximum les diagnostics, de les faire le plus tôt possible. Ça permet d'éventuellement de faire des corrections, de prendre la mesure, et s'il y a des petits travaux de correction électrique, de gaz déjà par rapport à son environnement personnel, de faire ces corrections pour sa propre santé, sur de propres enjeux, une chaudière qui dégage du monoxyde de carbone ou une installation électrique qui peut être dangereuse pour tel ou tel
peut être aussi un risque pour le vendeur. On va y venir d'ailleurs. Mais de faire en amont les diagnostics permet effectivement, avec le diagnostiqueur, d'échanger ses conseils, notaire, agent immobilier, d'anticiper effectivement quelques travaux ou quelques éléments pour pouvoir optimiser sa vente, avoir les arguments auprès d'un acheteur et puis enlever un maximum d'anomalies qui font peur. Ouais. Parce qu'effectivement, en tant qu'agent immobilier, la décision d'achat d'un acheteur, elle est lourde de conséquences, elle est complexe, elle est anxiogène. On balaye beaucoup de sujets, du financement, la structure familiale, etc. Et si on rajoute effectivement de la complexité à travers les diagnostics qui peuvent être angoissants, si on a l'information tardive, et qu'on n'a pas balayé ça dès le démarrage, on revient en arrière. Voilà. Et il y a des ventes qui ne se déroulent pas bien parce qu'on a apporté l'information trop tard. Voilà. Et il faut balayer ces éléments-là. C'est d'ailleurs ce qui est reproché à beaucoup, c'est un autre sujet, mais c'est d'ailleurs ce qui est reproché aussi à beaucoup d'agents immobiliers, c'est ce manque de transparence. Alors des fois c'est pas juste méconnaissance, parce qu'il y a aussi avec le développement des mandataires, etc., beaucoup d'agents commerciaux qui la veille étaient bouchés et qui se retrouvent agents commerciaux propulsés, donc ils n'ont pas forcément aussi l'accompagnement nécessaire derrière. Mais effectivement, de transparence, soit par méconnaissance, soit juste aussi par peur de perdre la vente, alors qu'en fait des fois il vaut mieux juste crever l'abcès de suite et faire un point de document avec hyper exhaustif. Tu arrives au compromis, c'est fait, tout le monde est au courant, il n'y a pas de mauvaise surprise et il n'y a rien de pire qu'avoir une mauvaise surprise devant le notaire. Surtout que les notaires sont assez spécialistes quand même pour te mettre tous les points noirs en face de toi. C'est leur métier quand même, c'est de t'avertir de manière hyper objective. Donc souvent, alors ça dépend évidemment des notaires, chacun est différent, mais souvent c'est quand même attention et c'est pas waouh, c'est super le projet que vous avez. Tu vois. Ouais, bien Donc sûr. c'est vrai qu'un acquéreur qui n'a pas l'habitude, qui achète une résidence principale tous les 10 ans, ça peut vite le freiner aussi et lui faire peur. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont plus des investisseurs avertis, etc. Mais même un investisseur aujourd'hui, il doit avoir une bonne connaissance des diagnostics. Ça peut avoir des impacts économiques majeurs. Bien sûr. Mais lui, il va se la faire souvent plus par lui-même qu'en comptant sur l'agent immobilier, tu vois, en tant que conseiller. Là, effectivement, on touche à un vaste sujet qui est le professionnalisme de toute la filière et ça, c'est très compliqué. Bon, déjà, dans la profession du diagnostic immobilier, je fais l'autocritique de la profession. Moi, ça fait 15 ans, j'ai embrassé une carrière professionnelle et j'essaie de la mener du mieux que l'on peut, moi et mes équipes, en faisant de la formation continue, en bouillonnant avec des réunions techniques tous les sujets qui ne sont pas compris ou avec de l'échange. La difficulté de notre métier, c'est qu'on a des entrants qui sont formés, un peu comme les agents immobiliers, à la va-vite, avec des formations et des certifications dont le socle de connaissances n'est pas acquis, dont l'environnement de travail est méconnu. On a beaucoup de reconversions professionnelles issues par Pôle emploi, de gens qui viennent à travers ce métier, qui étaient boulangers également, commerciaux. C'est le parallèle que je faisais au début de l'épisode. Moi-même, j'étais agent immobilier, je n'étais pas technicien du bâtiment, je n'ai pas embrassé une carrière d'école d'architecture, etc. Et on sait que c'est très important d'avoir des bases techniques très très fortes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 45 jours ou 2 mois, on a des diagnostiqueurs qui sont formés et certifiés. Formés sur le papier, certifiés sur le papier. Après, ils arrivent sur le marché. Il y a des courageux qui veulent se monter, un peu comme des agents immobiliers tout de suite, pensant que c'est l'Eldorado. Et ils mettent de la grande difficulté sur ce métier et sur toute la filière, et même en danger des propriétaires vendeurs ou des propriétaires bailleurs, voire des acheteurs. Et ils arrivent et ils disparaissent aussi vite. Ils font 6 mois, 1 an et demi, et ils font des dégâts. Ils font des dégâts sur tous les sujets. Parce qu'ils ont mal fait leur diagnostic, par méconnaissance, par inexpérience, des fois par facilité ou par juste appât du gain, en n'étant pas suffisamment rigoureux. Mais souvent, c'est d'abord l'inexpérience du métier et la connaissance. Et après, également, pour pouvoir capter une clientèle de prescripteurs, de relais, agences immobilières, notaires, syndics, etc., ils vont avoir 2 réflexes. C'est de vouloir faire plaisir à l'agent immobilier. En règle générale, c'est souvent l'agent immobilier, en mettant le moins d'anomalies possible ou en étant le plus complaisant possible, et casser le prix du diagnostic immobilier, c'est-à-dire le temps de l'inspection minutieuse, de la rigueur et de ce qui devrait être. Et ça fait qu'effectivement, ça fait beaucoup de mal aux professionnels qui travaillent avec une feuille de prix qui est cohérente par rapport à la mission qui doit en être. Et ça fait beaucoup de mal également parce que pour les agents immobiliers, pour un notaire, ou pour un acheteur ou un vendeur, une certification, c'est une certification.
C'est le même diplôme pour tout, donc c'est la même compétence. Sauf qu'une compétence de 15 ans, c'est pas une compétence de 3 mois de quelqu'un c'est l'expérience qui fait la différence. Boulanger et qui devient diagnostiqueur. Et c'est là où est le danger. Et le vendeur a l'impression de faire une bonne affaire financière ou une bonne affaire parce qu'il a une note de complaisance dans le DPE ou il n'y a pas trop d'anomalies, etc. Et puis il a les répercussions dans le temps avec un acheteur qui se retourne contre lui, il va devoir l'engager. Et quand le diagnostiqueur disparaît, il n'y a plus d'écho. Nous avons une structure depuis 15 ans, nous avons une structure fiable parce que j'ai très très peu de sinistralité. La sinistralité, d'ailleurs, c'est un enjeu, il faudra qu'on en discute également. C'est ce qui est en train de chasser les mauvais dans notre métier par la montée des polices d'assurance parce qu'il y a beaucoup de sinistres. En matière d'amiante, en matière de termites, en matière de loi Carrez, en matière de DPE, ça commence, les premiers. Et les enjeux financiers et de santé sont très importants et les répercussions importantes. Le problème, c'est que, comme dans l'agent immobilier, il y a des gens qui arrivent, qui font 6 mois et qui disparaissent. Et entre-temps, ils ont semé beaucoup de difficultés. Mais ça, je pense que c'est un mal un peu général du français ou de l'être humain de manière générale. Je ne veux même pas une généralité sur les Français, mais de manière plus macro, de la personne qui a une vision très court-termiste et pas très long-termiste. Et effectivement, tu regardes l'opportunité que tu peux avoir là, qui est one shot, ok, j'économise du prix, en plus, il m'arrange sur le DPE, mais tu vois pas que peut-être que toi, t'es garant de tout ça pendant 10 ans derrière. Mais par contre, un particulier, bon, en tout cas sur les travaux, c'est 10 ans, lui, s'il n'a pas de facture sur qui se retourner. Mais si ton professionnel, lui, ils font les plombs demain, le diagnostiqueur. Alors s'il était assuré, il n'y a pas de sujet. Mais malgré tout... Et s'il n'était pas à jour de ses cotisations d'assurance, par exemple. Ça, c'est une difficulté. Voilà. Et il y a d'autres choses. Avant de pouvoir avoir l'écho de l'assurance du diagnostiqueur, même qui n'existe plus et qui va se défendre, il va y avoir des frais à engager. Bien sûr. Et une durée de procédure qui va durer plusieurs années. Et donc, j'ai vendu mon bien et 3 ans après, l'acheteur se retourne contre moi pour X raisons, parce que le diagnostic n'était pas exhaustif ou parce qu'il y avait effectivement un certain nombre de difficultés qui auraient dû être vues. L'acheteur va se retourner contre le diagnostiqueur en disant c'est le professionnel, mais va amener le vendeur dans la cause, parce que c'est lui qui a choisi son professionnel et qu'il a aussi des responsabilités d'une certaine manière. Donc on peut pas. Il y a des nouveaux entrants et c'est tout à fait normal que des gens embrassent des carrières et rentrent dans des filières. Il n'y a aucun sujet. J'en suis le premier à en avoir bénéficié il y a 15 ans et il y a des très bonnes personnes qui rentrent dans le métier. Il faut pas. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui les conséquences et les enjeux sont tellement forts dans le diagnostic immobilier qu'il est quand même relativement conseillé de ne pas se lancer dans l'aventure sans passer par une entreprise support en tant que salarié, d'apprendre son métier 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, de le maîtriser techniquement et après éventuellement de faire son aventure personnelle. Ça existe et ça doit continuer à exister évidemment, mais je pense que l'erreur c'est de commencer. Et de la part des vendeurs et des acheteurs, de ne pas avoir le réflexe du prix oui, bien sûr. mettre au mot en bas de la page, c'est de regarder le contexte global, qui est l'entreprise à laquelle je m'adresse, quel est son historique ou l'entrepreneur, qui est-il, chez qui il est assuré, quels sont ses gages de qualité, comment je peux me rassurer. Parce que l'impact, trop souvent j'entends le vendeur dire que c'est la même chose, à 100 € près, 150 € près, mais des fois ça n'est pas du tout la même chose. Et les répercussions, c'est 20, 30, 40, 50 000 € 5 ans après. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, ça s'applique à tous les métiers et tout ça. Il nous reste à traiter les LEC, le gaz, la loi Carrez et le DPE. Bien sûr. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais. On a déjà fait une heure. Alors, je suis très bavard. Est-ce qu'on peut faire ELEC et gaz? Alors, ELEC et gaz. On va garder le DPE pour gaz la fin. Quand il y a le gaz de ville ou gaz butane propane. Électricité, c'est tous les logements de plus de 15 ans. L'électricité, comme le gaz, nous ne sommes pas sur de la conformité des installations. On est sur la sécurité des personnes. Donc nous avons une grille de lecture qui n'est pas la même que celle d'un électricien ou d'un chauffagiste qui a d'autres responsabilités. Tu vois, je me posais la question, typiquement sur un tableau, souvent moi, je vois des anomalies parce que c'est sous-dimensionné. Tu vois, ton différentiel qui est sous-dimensionné, etc. Et en fait, sur le diag, c'est pas noté. Alors, si c'est sous-dimensionné, ça doit être noté. Alors est-ce que tu peux nous calculer le calcul justement d'ampérage? Le diagnostic, dans le repérage de l'électricité, on a un arrêté de travail qui définit la méthode et les points de contrôle. On a une 60aine de points de contrôle pour faire clair. Ce sont d'abord tous les éléments de sécurité, la section des câbles liés aux ampérages, l'ampérage du différentiel 30 mA, sa présence, son absence, etc. etc. Et je ne vais pas vous faire tout l'arrêté de travail. À partir de là, effectivement, on va y faire les points d'anomalie et le propriétaire devra se rapprocher idéalement d'un électricien pour pouvoir...
Alors, ce n'est pas une obligation quand on vend, mais c'est vivement recommandé. Et en tout cas, de faire les travaux pour le bailleur également, c'est plus Pour la location. Pour la location, c'est Ouais. plus qu'au recommandé et devra faire appel à un professionnel électricien qui, lui, va faire son travail de méthodologie. Après, on parlait de sécurité des personnes et de la conformité des installations. La conformité, on ne l'obtient qu'avec un consuel lorsqu'il y a une rénovation totale ou une installation neuve, il est valable 3 ans. De leur sort de ce consuel de 3 ans, les installations ne sont plus conformes. Déjà parce qu'elles ont vécu, qui me dit que le différentiel il fonctionne encore, et qu'il n'a pas pris une surcharge, ou que par défaut le matériel ne s'est pas désagrégé. Et donc, effectivement, on vient sur des installations de plus de 15 ans. Alors, toutes les installations ne sont pas à refaire dans leur intégralité pour pouvoir sécuriser les personnes. Des fois, effectivement, il y a quelques éléments à changer par l'électricien. Après, on se confronte souvent avec l'électricien. Comme on travaille sur 2 univers de normes différentes, lui, il a ses responsabilités et il a tendance, effectivement, à la fois commercialement, de temps en temps, pas tout le temps, mais commercialement, et en termes de responsabilité, à vouloir faire plus que ce qu'il devrait faire dans le cadre d'une mise en sécurité. Cependant, effectivement, ça fait jamais de mal de remettre à jour son installation électrique, surtout quand elle a 15, 20, 25, 30 ans des fois, et qu'elle est d'origine. Donc ça va être limiter le risque de choc électrique pour les personnes, risque d'incendie également. Pour le gaz, c'est un petit peu la même chose, on ne fait pas l'entretien des chaudières, on a une responsabilité importante, mais relativement limitée. On vérifie les volumes, les ouvrants, les sorties d'air, les amenées d'air, que les matériaux les appareillages soient conformes. On vérifie tirage et monoxyde de carbone et l'étanchéité du réseau à partir du compteur. Alors ça fait déjà pas mal de points de contrôle. On relate déjà pas mal d'anomalies, des robinets qui ne sont plus conformes, des tuyaux qui sont dépassés, des amenées d'air que les gens ont bouchées parce que ça faisait un peu de froid dans la cuisine, sauf qu'on est sur des chaudières à tirage naturel qui doivent avoir de la dépression dans la pièce pour pouvoir fonctionner. Enfin, voilà, donc on élimine déjà beaucoup d'anomalies qui mettent un risque de... Voilà. Après, une chaudière au gaz, il y a 3000 intoxications au monoxyde de carbone en France, une chaudière au gaz doit être entretenue par l'occupant du logement. Veiller, quand on est bailleur, tu t'intéresses à ta cible sont les investisseurs. J'ai un local, une habitation avec une chaudière. Je dois bien faire en sorte que mon locataire me prouve que chaque année, il a bien fait entretenir sa chaudière. C'est prépondérant, il en est responsable en termes de sécurité à la personne. Le bailleur, s'il ne fait pas cette démarche-là. Voilà. Il doit veiller à ce que les appareils fonctionnent et soient en état d'entretien, etc. Ok, très clair. Sur les lecs, donc c'est une question très personnelle, mais qui va intéresser aussi beaucoup de monde. Donc ce que moi j'avais identifié là, c'est que sur un tableau, donc tu as un différentiel, mettons ton différentiel il fasse à 63 ampères. Combien d'ampérage il te couvre justement? C'est quoi le calcul? Il y a une méthode. Alors en fait, la méthodologie du nombre d'ampérages d'ailleurs est liée à la norme des électriciens. Nous, on vérifie à travers la puissance de l'appareil général de commande et de protection et de son calibrage global. Donc c'est pour ça que on demande à ce que ça soit dans l'arrêté au plus haut que la somme des interdifférentiels ou le différentiel 30 mA, que sa somme d'ampérage soit supérieure au calibre maximum de la GCP. Comme ça, on couvre toute la puissance. Après, à l'électricien d'adapter les puissances en fonction des rampes et des ampérages derrière. Gaz, élec, loi Carrez, en copropriété du coup. Loi Carrez, loi Carrez 96, maintenant j'ai envie de te dire que quasiment... Une grosse partie des logements sont passés une fois par leur loi Carrez. On a rarement maintenant de surprises, on a commencé à avoir une traçabilité. C'est toujours important de la refaire. C'est quand même vivement recommandé de ne pas garder celle de l'ancien diagnostiqueur parce que s'il a fait une erreur et qu'on n'a pas recontrôlé et qu'il y a une erreur de plus de 5%, on pourrait être mis en responsabilité en tant que vendeur. Et si je n'ai pas pris un professionnel pour me couvrir en assurantiel, je serai responsable de la somme due et des procédures. Donc c'est... Aujourd'hui, en termes de package de diagnostic, on a la loi Carrez, elle est inclue, elle va coûter entre 30 et 80 € en fonction de la superficie. À l'échelle de la vente d'un logement, c'est une économie de bout de chandelle. Et se faire l'impasse de n'importe quel diagnostic individuel sous prétexte qu'on le récupère, etc., au vu des enjeux, quels qu'ils soient, ce sont des économies de bout de chandelle. C'est le premier poste de dépense des ménages, c'est l'immobilier. C'est ce qui coûte le plus cher. Donc le contrôle technique ne doit pas être mis en aléa et faire au rabais. Et cette loi Carrez, justement, donc, on a tous en tête, ça prend les surfaces en dessous d'1,80 m, mais est-ce qu'il y a d'autres normes?
Alors, la loi Carrez, il y a un champ très très important de jurisprudence qui font que il y a des sujets qui peuvent être plus ou moins complexes, mais la règle générale, effectivement, c'est les superficies au-delà d'1,80 m sont comptabilisées, on décompte les embrasures de portes et de fenêtres, on est de mur à mur, etc. Un placard, par exemple? Le placard est comptabilisé, voilà, okay. Même si j'ai une petite Même s'il y a des portes avec des rails et tout ça, voilà, c'est comptabilisé quand même. On comptabilise l'entrée du placard. D'accord. Voilà, les marches d'escalier sont décomptées. Les problématiques de jurisprudence, c'est plus sur quoi? Sur les mezzanines, par exemple, des choses comme ça? Les mezzanines, on va avoir également tout ce qui va être est-ce que je vais rentrer tel type de local ou pas dans la loi Carrez. J'ai aménagé, ça c'est du sujet régulier, j'ai aménagé un comble qui était à l'état de comble dans le règlement de copropriété. Est-ce que son aménagement fait partie de la loi Carrez ou pas? Un souplex avec une cave, etc. Alors ça dit quoi, justement? Ouh là, ça dit quoi, le souplex? Moi, par exemple, j'ai un souplex. Est-ce que je rentre vraiment dans la règle ou pas? Alors, non, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une capsule spécifique sur la loi Carrez. Ça peut être intéressant parce que la jurisprudence est très intéressante. Pour donner un exemple rapide, le technicien en mesurage n'est pas un juriste. Donc il mesure l'existence, ce qu'il voit tel que se présente matériellement le bien le jour de sa visite. Le propriétaire, lui, du bien doit apporter les preuves à travers un règlement de copropriété, une attestation notariale, une mise à jour du règlement de copropriété, que l'affectation du local est bien celle de l'habitation. Et que si j'ai fait une transformation, j'ai bien les autorisations pour avoir transformé, que c'est propre à sa destination, que j'ai fait les modifications de tantième, que j'ai eu les autorisations administratives pour notamment modifier le foncier. Et à partir de là. Et donc, si effectivement je n'ai aucune information, que le vendeur ne me fournit rien, je mesure l'existant tel que je le vois et je m'arrête là, j'indique que je n'ai eu aucun document et le vendeur prend ses responsabilités. Voilà. On le voit beaucoup dans les maisons en copropriété où il y a des garages qui ont été annexés en chambre supplémentaire, où aucune déclaration n'a été faite, aucune modification, aucune déclaration préalable, etc. Très clair. C'est un sujet très intéressant. Je pense qu'on va en faire une capsule spécifique sur la loi Carrez. Et désolé pour tous ceux qui attendaient le DPE, mais on fera aussi une capsule spécifique sur le DPE. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode sur les diags qui était très très complet. On a une bonne vision, je pense, de ce qu'est le diagnostic immobilier obligatoire dans la vente, dans la location, puisqu'on a vu que c'était quasiment les mêmes, de toute façon, qui étaient obligatoires à quelques-uns près. Merci beaucoup, Luc, pour tout ce partage d'expérience. On va se retrouver du coup la semaine prochaine ou dans quelques jours pour une capsule justement spécifique sur la loi Carrez et puis une prochaine sur le DPE. Parfait. Si tu es d'accord. Allez. Merci encore à tous d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le autour de vous, c'est un sujet vraiment très intéressant, critique et surtout obligatoire. Donc n'oubliez pas, on revient aussi sur les repérages amiantes avant travaux notamment. Je pense que personne d'entre vous ne fait ça, donc faites-le, c'est hyper important. Voilà. Merci à tous, à très vite, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.